Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver après une semaine laborieuse et avant un week-end décisif pour notre sortie éventuelle du confinement. En attendant, je vais continuer de combler le temps vide en essayant de vous proposer une vidéo intéressante. Donc le week-end dernier, je vous ai parlé plutôt de géographie. Cette fois-ci, je vais vous parler plutôt d'histoire. Mais dans les faits, les deux matières sont très liées, puisque déjà elles sont rassemblées au collège et au lycée. C'est pas par hasard, puisque quand on parle de géographie, on finit toujours par parler d'histoire. Et là, je vais vous parler d'histoire, et ça va me permettre de parler de géographie. Voilà. Donc, je vais vous parler d'un personnage extrêmement intéressant et très central dans l'histoire européenne, même plus que notre histoire à nous. C'est Charlemagne. Charlemagne, donc, dont vous avez sûrement entendu parler, et pas seulement grâce à France Gall. C'était le personnage le plus puissant de son époque, dans cette zone, en tout cas dans notre zone géographique. C'était un roi franc, donc on va commencer par parler un peu des Francs, qui se sont installés plus ou moins en Gaule en venant de Belgique, puisque ce sont les Belges qui ont envahi la France à l'époque. Hein. Euh, les Francs sont venus de Belgique, puisque Clovis, leur roi, est né dans la région de Tournai, en Belgique. Il est né en 466. 15 ans plus tard, il devient roi, et à la tête de son peuple, il vient s'installer en Gaule. Voilà, tout simplement. Alors, à ce moment-là, la situation de l'Europe est très floue, puisque depuis quelques décennies, l'Empire romain n'existe plus, il a chuté au milieu du 5e siècle, et tous les peuples barbares se sont partagés les restes de l'Empire. Donc vous avez les Visigoths qui se sont emparés de la zone sud-ouest et de l'Espagne. Vous avez les Ostrogoths, qui sont d'autres Goths, mais pas les mêmes Goths, qui sont allés, eux, dans le nord de l'Italie. Vous avez également les Saxons et les Anglo-Saxons qui sont allés en Angleterre, qui sont allés faire chier les Celtes en Angleterre, les Celtes qui ont donc dû se réfugier notamment en Bretagne, mais aussi au Pays de Galles, en Écosse, en Irlande. Et vous avez plein d'autres peuples, comme ça, avec des noms rigolos comme les Alamans, etc., qui se sont partagés l'ancien empire romain. Et les Francs, eux, ils sont allés ici, voilà, à peu près dans l'est de la France, on va dire, pas beaucoup plus au sud. Ils sont installés là, et donc Clovis, il était très malin. Déjà, il a botté les fesses des Visigoths, il leur a dit allez voir de l'autre côté des Pyrénées si j'y suis. Et il s'est installé, et il s'est fait baptiser. Il est connu pour ça, hein. C'est pour ça aussi qu'il est glorifié par notre roman national, c'est parce que c'est un des premiers rois catholiques, on va dire. Il s'est fait baptiser, selon la légende, à la suite d'une bataille que Dieu lui aurait permis de gagner, ce qui est évidemment faux. C'était surtout une décision politique, c'était souvent le cas à l'époque. Hein. C'était une décision politique puisque ça lui a permis, en se faisant baptiser, de pouvoir régner plus efficacement sur son territoire grâce au réseau des églises, des évêques, etc. Donc, lui, il a fondé sa propre dynastie, la première dynastie connue en France, c'est les Mérovingiens, qui a donné le nom à un personnage peu glorieux de Matrix 2, joué par Lambert Wilson. Les Mérovingiens, en gros, c'était les rois fainéants, les fameux rois fainéants qu'on apprend à l'école et qui se baladaient dans des chars. Voilà, le plus connu de ces rois, c'est Dagobert. Vous voyez, celui qui a sa culotte pas dans le bon sens. À ce moment-là, pendant 3 siècles, ça continue à être un peu le bordel. Vous avez un peuple païen, les Lombards, qui s'installent ici, à côté de Rome. Vous avez les Arabes qui ont conquis tout le sud de la Méditerranée, tout le nord de l'Afrique, et qui se sont installés en Espagne aussi au 7e siècle, en bottant les fesses, je vous l'ai dit, des Visigoths. Les Visigoths qui se sont fait virer de Gaule par les Francs et d'Espagne par les Arabes. Et donc Rome se sent menacée. Et donc ils ont besoin d'un grand costaud pour se faire défendre dans la cour de récré. Et donc ils ornent vers les Francs, logiquement, c'est le peuple le plus puissant à ce moment-là, dans cette zone. Et les Francs, eux, ils sont en train de changer de dynastie au 8e siècle, puisque les Mérovingiens ne servent absolument à rien. Dans les faits, ceux qui dirigent, ce sont les maires du palais, l'équivalent des mains du roi dans Game of Thrones. C'est des premiers ministres, quoi, c'est ceux qui dirigent le pays à la place du roi.
Et l'un d'entre eux se nomme Charles Martel, dont vous avez également entendu parler, qui est réputé pour avoir repoussé les Arabes à Poitiers en 732. Dans les faits, son intérêt, c'était surtout la conquête. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un duel entre les deux. C'était lui, il s'en foutait de repousser les Arabes ou les Burgondes ou tout ce que vous voulez. Lui, ce qui l'intéressait, c'était de conquérir les territoires du sud de la France, hein, Charles Martel. Dans les faits, il a repoussé les Arabes, ce qui l'a glorifié aux yeux. Pardon, je vais rallumer mon écran. Aux yeux de certaines personnes aujourd'hui. Quand vous repoussez les Arabes, vous êtes toujours populaire auprès de certains. Et il s'installe dans le sud de la France. Son fils, Pépin le Bref, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va devenir le premier roi carolingien. Il va éjecter le dernier roi mérovingien, qui a un nom qui sent la loose, qui s'appelle Childéric III, et il l'envoie dans un monastère finir sa vie. Il devient roi à sa place en 751, et surtout, il se fait sacré roi par le pape, ce qui lui permet, c'est un accord gagnant-gagnant, ce qui lui permet lui de devenir roi de droit divin, et ce qui permet au pape d'être protégé par un plus costaud que lui. Donc ça, c'est toujours sympa. Pépin le Bref, qui n'était donc pas grand comme son nom l'indique, va engendrer un fils dont son nom signifiera Charles le Grand, c'est Charlemagne. Il a deux fils qui s'appellent Charles et Carloman. Évidemment, selon la tradition franque, ils vont se partager le territoire de leur père, ce qui fait qu'ils vont se faire la guerre, tout simplement, comme ça se faisait toujours, ce qui permettait au final souvent de réunir l'empire ou le territoire. Ce qui est intéressant avec Charlemagne, par rapport à l'aura que ce personnage a dans notre histoire quand même, il faut quand même dire les choses. Charlemagne, c'est l'équivalent de Napoléon, c'est l'équivalent je sais pas moi, de Vercingétorix, je sais pas, de Jean Pascal, enfin des gens qui sont élevés au-dessus de la mêlée. C'est qu'il est né peut-être le 2 avril 742 ou 747 ou 748. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas sa date, on n'est pas sûr de sa date de naissance, ce qui est quand même très fort pour un personnage comme ça, surtout que ceux qui l'ont précédé, on connaît leur date de naissance. Mais lui, on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui a dû graver qui a dû écrire, qui a dû mal écrire le dernier chiffre, et du coup, on ne sait pas quel âge il a. Toujours est-il que quand il devient roi en 768, donc à l'âge de 20, 21 ou 26 ans, il commence un règne riche en guerre, et il bat notamment le roi des Lombards, les fameux Lombards là, qui sont venus faire chier les papes. Donc il est allé le battre. Le roi des Lombards s'appelait Didier, donc il a suffi d'une balle lancée au loin et il était débarrassé. Il a viré Didier des Lombards, ce qui lui a permis aussi par la même occasion de capturer la femme de son frère défunt, puisqu'il a fini par le battre. Il a fini par battre son frère. On ne sait pas comment est mort son frère, mais a priori, c'est pas de sa belle mort. Sa femme, du coup, est partie avec ses deux fils sous le bras, ses deux fils qui étaient tout petits. Hein. Elle est partie se réfugier à la cour de Didier à Milan. Et du coup, Charlemagne, il s'est dit, je vais aller envahir la Lombardie. Donc il a attaqué les Lombards, il les a battus, et il a récupéré sa belle-sœur et ses deux neveux, et il en a fait ce qu'il en a voulu. On ne sait pas trop ce qu'ils sont devenus. En 774, il a fait ça. En 788, il conquiert la Bavière, ce qui est quand même là-bas, hein, c'est quand même très loin. Il va également fonder la Marche de l'Espagne, là, ici, l'équivalent de la Catalogne, on va dire. Vous voyez, en 795. En 796, parce que, il veut avoir des miles pour prendre l'avion moins cher, il va en Hongrie. Voilà, donc la Hongrie, c'est par là, c'est après. Bref, il n'arrête pas, il est sur la route tout le temps. Pendant 30 ans, ça ne veut rien dire. Pendant 30 ans, il va également faire la guerre aux Saxons, dont on a parlé tout à l'heure, puisqu'ils ont aidé les Angles à conquérir l'Angleterre, mais ils étaient toujours là, hein, en tout cas une partie. Il a fait la guerre pendant 30 ans aux Saxons pour les forcer à se convertir, à les évangéliser, de force, évidemment, il ne leur a pas demandé leur avis. Pendant 30 ans jusqu'en 804, là, quand il y parvient, il massacre tout le monde, à peu près, en tout cas tous ceux qui refusent.
C'était sa méthode douce, hein, l'équivalent pour lui de la méthode douce. Donc il a massacré. Alors les Saxons, c'était ceux qui étaient connus, peut-être, je ne sais pas si vous connaissez, c'était des païens, puisqu'ils n'étaient pas catholiques, et qui vénéraient un arbre mythique, un arbre immense, qui était censé soutenir la voie céleste. Je crois que ça s'appelle l'Irmansul, un truc comme ça. Et donc lui, quand il les a conquis, il a brûlé l'arbre, hein, il a tout détruit. Voilà, donc c'était un mec très sympa. Dans le même temps, c'est quelqu'un qui a renouvelé la culture. On a parlé d'une certaine renaissance carolingienne, notamment à Aix-en-Provence, où il habitait, hein, donc en Allemagne. Il y a évidemment une légende comme quoi il aurait inventé l'école, ce qui est complètement faux, hein. L'école a été inventée par les Romains au milieu du 1er siècle de notre ère. Lui, ce qu'il s'est contenté de faire en 789, il a rendu l'école obligatoire pour une certaine élite. En gros, les fils de nobles, les garçons, évidemment, parce que les filles, elles n'en ont pas besoin, elles sont déjà éduquées, j'imagine. Et puis l'école, il y avait des calculs, mais ça consistait essentiellement à étudier les textes saints, les apprendre par cœur, les recopier, et apprendre la liste des saints par cœur, hein, voilà. Donc c'était, t'avais pas de PS, t'avais pas de SVT, t'avais pas de cours de dessin, enfin si, peut-être il y avait peut-être du dessin, mais c'était pas aussi développé que maintenant, hein. Donc je rappelle que l'école obligatoire en France, pour tous, est gratuite. Elle a été fondée par Jules Ferry à la jointure entre le 19e et le 20e siècle, hein. Donc ça a pris un peu plus de temps que ça. C'est à la fois plus vieux et plus récent, hein. Charlemagne, lui, il n'a pas fait grand-chose. Mais bon, ça fait partie du roman national, il faut bien lui accorder certaines choses. Comme on ne peut pas le glorifier pour avoir massacré les Saxons, on l'a fait pour un truc qu'il n'a pas fait, quoi. Voilà. Il est mort en 814, parce que même les mecs balèzes comme ça finit par mourir. Son fils, Louis le Pieux, c'est-à-dire que lui, il était déjà très bigot, hein, puisqu'il forçait tous les peuples à être catholiques. Son fils, lui, est devenu Louis le Pieux, donc il devait vraiment être très 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 pieux. Lui succède pendant pas très longtemps, et ensuite c'est ses trois fils à lui, donc à Louis, qui lui succèdent. Donc évidemment, il cherche à se partager le territoire. Ils se font des guerres, et ça aboutit au traité de Verdun en 843, qui est un peu connu. Et en gros, voilà, donc ça, on arrive à cette carte. Je vais essayer de vous la bouger un petit peu. Bonjour. Voilà. Donc vous avez, en gros, le territoire se divise en trois, entre les trois fils. Donc vous avez Charles le Chauve, dont on connaît à peu près la tête, puisque c'est écrit dessus. Lui, il obtient la Francie occidentale, donc cette zone-là, en rose, sans la Bretagne, hein. Bon, voilà. Vous avez Louis le Germanique, qui lui obtient ce surnom sûrement parce qu'il obtient cette zone-là à l'est, donc ça s'appelle la Francie orientale, sur les Francs, donc c'était des Francies. Donc vous voyez, voilà, ici, Bavière, Saxe, etc. Et vous avez Lothaire, un des autres fils, qui lui obtient la zone au milieu, qui part des Pays-Bas jusque dans le nord de l'Italie, en passant par Aix-la-Chapelle, donc l'ancienne capitale, la capitale de l'Empire de Charlemagne, qui se situe en Allemagne, qui passe aussi par Rome. Et donc en fait c'était le territoire le plus puissant, puisqu'il possédait par exemple la couronne impériale, et qui possédait Rome, quoi. Sauf qu'au final, il suffit de voir la carte pour se rendre compte que la Lotharingie, elle avait quand même pas beaucoup d'avenir, parce qu'elle était quand même vachement écrasée entre les deux Francies. Et c'est ce qui est arrivé, c'est-à-dire que notamment la Francie orientale a bouffé l'essentiel de la Lotharingie, notamment tout le nord d'Italie, mais aussi tout l'est de la France actuelle, les Pays-Bas, etc. C'est-à-dire que Lyon, la Bourgogne, l'Alsace, évidemment, toutes ces zones-là, pendant des siècles et des siècles, n'ont pas du tout été françaises. Toutes ces régions-là, ça arrivait que très tardivement. Voilà. Donc vous avez ces trois fils-là qui se partagent l'Empire. Ce qui est intéressant, donc, c'est de voir que cet événement a fondé, grosso modo, hein, on voit bien que c'est pas la France qu'on connaît, hein. La France, elle n'est pas aussi au sud, il y avait la Bretagne, bon. Mais c'est les embryons des futurs États qu'on connaît. Et c'est pour ça que
les Allemands, les Français et même les Italiens revendiquent l'héritage de Charlemagne. C'est-à-dire, je pense que c'est les Allemands qui ont le plus raison, puisque déjà Charlemagne était de langue germanique. Il vivait à Aix-la-Chapelle, même s'il passait son temps à la guerre, mais sa capitale, c'était pas Paris, c'était pas Rome, c'était pas tout ça, c'était Aix-la-Chapelle en Allemagne. Et puis surtout, la Francie orientale est devenue ensuite l'Empire romain, le Saint-Empire romain germanique, l'héritier de l'Empire de Charlemagne. Donc, si on doit choisir un des trois pays qui est le plus légitime pour revendiquer l'héritage de Charlemagne, bah, c'est l'Allemagne. Mais ça ne veut pas dire que la France et l'Italie n'ont pas le droit aussi, puisqu'ils ont été dirigés, leur territoire a été dirigé par Charlemagne aussi. Mais Charlemagne était vraiment fixé en Allemagne. Et ça, c'est intéressant, parce que Charlemagne, finalement, il est vraiment récupéré par plein de pays, alors que lui, en fait, il vivait à une époque où les pays n'existaient pas. Donc c'est une façon de voir complètement anachronique, si vous voulez. Bon. Donc il est devenu quand même empereur en 800, hein. Je l'ai dit, hein. Il est devenu empereur pour aider le pape qui était en galère. Le pape est venu le voir en Allemagne et du coup ben, il l'a sacré pour le récompenser. Voilà, j'avais oublié de le dire, donc je voulais le dire. Et voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Parce que j'ai une feuille, hein. C'est pour faire genre, mais j'ai tout écrit, hein. Vous voyez, voilà. Je crois qu'on a tout dit sur Charlemagne. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a intéressé surtout, parce que je sais que l'histoire, c'est pas forcément intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment un personnage est récupéré et comment un personnage est considéré selon nos yeux, alors que il n'a absolument rien à voir avec notre façon de voir. Il n'y avait pas de pays, il n'y avait pas de nation. Lui, il était juste là pour avoir le plus de territoire possible, et il était là au service de l'Église pour évangéliser l'Europe, quoi. C'est juste ça, Charlemagne. Voilà. Donc, eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté juste au bout de ces 17 minutes, quand même, hein, j'ai fait fort. Et je vous souhaite un bon week-end. J'essaierai de revenir ce week-end. Voilà. Merci, au revoir.